Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Transformé en transport de troupes sous le nom d'USS Lafayette, le paquebot Normandie prit feu au quai 88 de New York le 9 février 1942, après que des étincelles eurent embrasé des gilets de sauvetage entassés dans un salon. L'eau des pompiers le déséquilibra. Il chavira le lendemain. En Chine, entre 1900 et 1920, cet homme non identifié portait des ongles démesurés, signe qu'il appartenait à une classe aisée et n'exerçait aucun travail manuel. Certains lettrés et mandarins les protégeaient par des étuis de bambou ou d'argent pour écrire et manger au quotidien. Dans les ateliers de Thiers, les ouvriers aiguisaient tous les couteaux couchés à plat ventre sur une planche, position qui leur permettait de presser la lame contre la meule sans courber le dos. Le froid et l'humidité étaient tels qu'un chien posé sur leurs jambes servait de chaufferette. 2 jambes articulées, une chaudière dans le torse et un haut de forme servant de cheminée, cet automate devait tirer une petite voiture. Breveté en 1868 par Zadok Dédrick et Isaac Grass, il attira les curieux, mais rien ne prouve solidement qu'il ait vraiment marché comme annoncé. Un poisson-lune géant, suspendu à une grue devant la foule, fut pêché au large de la Californie en 1910. Son poids fut estimé à 3500 livres, soit près de 1,6 tonnes. Sa silhouette étrange venait d'un corps aplati, presque sans queue, mu par 2 grandes nageoires verticales opposées. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation de l'armée américaine installait cette caméra K-24 à bord de ses bombardiers. Elle photographiait le terrain de nuit et prenait un cliché au largage des bombes, afin de vérifier ensuite si l'appareil avait bien survolé la cible prévue. Debout sur un câble d'acier, sans harnais visible, cet ouvrier travaillait très haut au-dessus de New York pendant la construction de l'Empire State Building en 1930. Chargé de documenter le chantier, Lewis Hine risqua lui aussi le vide et intitula ce saisissant portrait Icare. Au jardin botanique du Missouri, l'arrivée de cette tondeuse à essence en 1918 remplaça un travail jusque-là assuré par des machines manuelles ou tirées par des chevaux. Première du genre utilisée sur le site, elle annonçait la mécanisation rapide de l'entretien des grands parcs. En 1968, le cascadeur Jackie Paul s'allongea entre 2 planches couvertes de clous, tandis que la roue d'une voiture de 2,5 tonnes descendait sur lui. Le grand nombre de pointes répartissait la pression, mais le moindre mouvement pouvait concentrer le poids et le blesser gravement. Attribué à un hôpital psychiatrique néerlandais en 1938, ce dispositif immobilisait un patient dans une caisse avec camisole et masque grillagé. Présenté comme un moyen d'éviter les blessures, il relevait surtout d'une psychiatrie fondée sur l'isolement, la contention et la contrainte. Au large du New Jersey, le 26 août 1933, une raie manta géante s'emmêla dans l'ancre d'un bateau et faillit le faire chavirer. Donnée pour 6 mètres d'envergure et 2,3 tonnes, elle fut abattue, puis naturalisée. C'est ce spécimen préparé qui apparaît ici avant son exposition au public. Vers 1933, un ancien pilote fabriqua cette scène avec une maquette d'avion et un personnage miniature, puis la publia comme un document de la Grande Guerre. Elle appartenait à une série de faux combats aériens qui trompa pendant des décennies lecteurs, éditeurs et collectionneurs. Vers 1921, des instituts de beauté proposaient ces masques en caoutchouc, censés atténuer rides et imperfections en comprimant le visage. Portés pendant les soins, ils illustraient une époque où la cosmétique promettait des résultats rapides et durables sans efficacité démontrée. Dans les ruines de Pompéi, près de Naples,
Des archéologues italiens découvrirent en 1961 les empreintes de 13 habitants surpris dans leur fuite par l'éruption du Vésuve en 79. Du plâtre versé dans les cavités laissées par les corps restitua précisément leur dernière position. Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de femmes remplacèrent, dans les usines britanniques, les hommes partis au front. À Newcastle, Rachel Parsons supervisa leur formation à la fabrication de turbines et de pièces essentielles, ouvrant enfin un métier jusque-là fermé. Dans les années 1950, les ordinateurs lisaient programmes et données sur des cartes perforées, chacune ne portant qu'une faible quantité d'informations. Des dizaines de milliers de fiches étaient donc nécessaires, avec un risque bien réel, perdre une carte ou mélanger tout le paquet. Pour apprendre à tirer depuis un avion en mouvement, des élèves mitrailleurs britanniques prenaient place dans cette nacelle roulant sur des rails devant un paysage factice. L'exercice reproduisait le défilement du sol et les obligeait à viser malgré les secousses et la vitesse du vol. Propulsé par une hélice d'avion, ce prototype allemand atteignit 230 km/h en 1931, un record ferroviaire mondial. Il ne fut pourtant jamais produit en série. L'hélice, exposée, menaçait les voyageurs en gare et le véhicule ne pouvait tirer aucun wagon ni franchir aisément les pentes. Conçue en Grande-Bretagne en 1941 pour la Home Guard, cette ambulance anti-gaz à pédales transportait un blessé allongé tout en emportant du matériel de réanimation. Elle devait servir après une attaque chimique, quand les routes ou les véhicules motorisés devenaient inutilisables. Durant l'offensive d'hiver du front de Voronezh, au début de 1943, ce K-1S soviétique aurait stoppé une colonne blindée allemande avant d'être immobilisée. Le combat coûta la vie à l'un de ces tankistes, tandis que plusieurs véhicules ennemis restèrent détruits sur le champ de bataille. À Moscou, en juin 1985, des agents du KGB arrêtèrent un diplomate américain venu rencontrer un ingénieur soviétique qui livrait des secrets militaires à la CIA. Fouillé avec de l'argent et du matériel d'espionnage, il bénéficia de l'immunité diplomatique et fut aussitôt expulsé d'URSS. Au XVIIe siècle, certains médecins chargés des pestiférés portaient un masque à long bec rempli d'herbes, d'épices ou de vinaigre, censé filtrer l'air corrompu. Avec un manteau de cuir et des gants, cet équipement reposait alors sur la théorie des miasmes et ne stoppait pas la peste. À Bawemataluo, sur l'île indonésienne de Nias, des villageois tiraient dans ce bloc de pierre jusqu'au centre du village pour ériger un monument en l'honneur d'un chef. Vers 1915, ce déplacement collectif exigeait des rondins, des cordes et des centaines de participants pendant des jours. Lors d'une attaque au large de la Malaisie, le 26 juillet 1945, un avion suicide japonais ricocha probablement sur la mer avant de heurter le croiseur britannique HMS Sussex. Il se désintégra sans percer la coque, mais il laissa l'empreinte sombre de sa silhouette presque entière. À Cleveland, en 1952, une nappe de pétrole et de déchets industriels prit feu sur la rivière Cuyahoga, embrasant les quais et le remorqueur Arizona. Peu remarquée alors, cette catastrophe devint célèbre quand ces images illustrèrent l'incendie de 1969 et la future lutte anti-pollution. Suspendus par des câbles au mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, les ouvriers taillaient en 1932 le visage de George Washington avec dynamite, marteau-piqueur et burin. Près de 400 personnes participèrent au chantier jusqu'en 1941. Malgré les risques, aucune n'y perdit la vie. Au début du XXe siècle,
un soldat britannique présentait à l'usine d'Elswick le transport d'un canon de montagne de 75 mm. Conçu pour les régions difficiles et sans route, il se démontait en charge répartie sur 5 mulets, puis les artilleurs le remontaient près du lieu de combat. Dans les années 1980, le cartel de Medellín gagnait des fortunes en produisant et en expédiant de la cocaïne vers les États-Unis. L'argent liquide affluait si vite que, selon le frère de Pablo Escobar, près de 2 500 $ par mois servaient seulement à acheter des élastiques neufs. Tous les 5 ans environ, le Maharaja de Mysore faisait capturer des troupeaux sauvages pour les dresser. Après plusieurs mois de battues, des milliers d'hommes les poussaient dans un enclos où des éléphants domestiqués aidaient à les attacher pour les travaux forestiers locaux. Découvert à Afrasiab, près de Samarcande, ce crâne des 7e à 8e siècles avait été volontairement allongé dès l'enfance par des bandages serrés. En Asie centrale, cette pratique pouvait marquer l'appartenance à un groupe, le rang social ou un idéal de beauté dans la société locale. L'héritier de l'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, et son épouse Sophie, effectuaient une visite officielle à Sarajevo lorsqu'ils furent assassinés le 28 juin 1914. L'attentat déclencha une crise entre grandes puissances qui conduisit l'Europe à la guerre en seulement 5 semaines. Avant son largage sur Nagasaki, Fat Man, bombe au plutonium, fut transporté sur l'île de Tinian, puis chargé dans le B-29 Boxcar. Le 9 août 1945, l'explosion tua des dizaines de milliers de personnes. C'était la seconde utilisée au Japon. Pour calculer les impôts locaux et les salaires municipaux, Norwich fit livrer en 1957 son premier ordinateur au service du Trésor. Ce système Elliott remplaçait alors des semaines de travail manuel et plaça la ville parmi les premières administrations britanniques à s'informatiser. Pour affronter les blizzards de Montréal, au Canada, ces femmes testaient en 1939 des cônes transparents destinés à écarter du visage la neige et le vent glacé. Fabriqués en plastique léger, ces masques de tempête restèrent surtout une invention insolite jamais largement adoptée. Au Musée américain d'histoire naturelle, à New York, des enfants aveugles découvrent en 1914 un hippopotame en le touchant plutôt qu'en le regardant. Ces visites guidaient l'apprentissage par les mains à une époque où l'accès des élèves malvoyants aux collections restait très limité. Accroupi devant une terrasse, cet homme ramassait les mégots laissés par les passants dans le Paris des années 1900. Revendu aux récupérateurs ou rebourré en tabac bon marché, il rappelait qu'une foule de petits métiers faisait alors encore vivre les plus pauvres dans la rue. Face à la pandémie de 1918, les soignants de l'hôpital naval de la Nouvelle-Orléans portaient de masques, blouses et capuches pour traiter les marins grippés. Sans vaccin ni antiviral, ils cherchaient surtout à freiner la contagion et à sauver ceux dont l'infection tournait en pneumonie. Dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis, le parc national du mont Rainier conservait encore des névés en été. Vers 1925, des visiteuses y descendaient en luge vêtues de maillots de bain, profitant du soleil malgré la neige d'altitude et le froid persistant des sommets. Pour rejoindre le monastère de Yunyan, en Chine, ce moine bouddhiste devait avancer sur 2 chaînes suspendues au-dessus d'un profond ravin. Dans les années 1930, cette passerelle rudimentaire reliait la bibliothèque des textes sacrés au reste du temple, sans plancher sous ses pieds. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne comptait encore d'anciens combattants sans emploi, ni pension suffisante. Vers 1920, cet homme sollicita le cortège de George V. Son geste
résumait le contraste entre les cérémonies royales et la misère persistante de l'après-guerre. Dans les années 1950, Las Vegas transforma les essais nucléaires du Nevada en attraction touristique. Les hôtels annonçaient les horaires et organisaient des soirées pour admirer les champignons atomiques. Les retombées exposèrent pourtant durablement les populations locales voisines. Ne pas porter de masque pouvait conduire directement au poste de police. Pendant l'épidémie de grippe de 1918, San Francisco imposa cette protection dans les lieux publics. Les contrevenants risquaient une amende ou quelques jours de prison et des centaines furent arrêtés en ville. Après les privations de guerre, 1,3 million de personnes gagnèrent Coney Island le 4 juillet 1946, un record historique pour cette station balnéaire de New York. La fête nationale devint ainsi une démonstration spectaculaire du retour au loisir, à la plage et enfin à la vie civile. Privé de ses deux avant-bras pendant la Grande Guerre, ce soldat français réapprenait à écrire dans une école de rééducation professionnelle à Paris. En 1918, il rédigeait à une employée de la Croix-Rouge américaine une lettre pour obtenir une nouvelle paire de prothèses adaptées. Avant l'arrivée des camions frigorifiques, le poisson débarqué sur les quais d'Istanbul devait rejoindre rapidement les marchés. Vers les années 1950, de jeunes porteurs transportaient à dos d'hommes d'énormes espadons, emblème d'une pêche alors encore très abondante dans le Bosphore. Lors des courses de 6 jours, les cyclistes roulaient presque sans interruption, se relayant avec leurs partenaires pour manger ou dormir. À Wembley, en 1936, Piet van Kempen profita d'un passage calme pour lire le journal et boire une tasse sans quitter la piste devant le public. Avant d'être connue comme la mère d'Elon Musk, May Musk menait déjà une double carrière de mannequin et de diététicienne. En Afrique du Sud, cette publicité des années 1960 la présente au travail devant une machine à écrire moderne destinée au personnel de bureau des entreprises. Perché dans les Andes péruviennes, Machu Picchu fut photographié après les travaux de défrichage menés par l'équipe d'Hiram Bingham en 1912. Les habitants du secteur connaissaient déjà ces ruines incas, mais cette campagne fit alors entrer le site dans le monde savant occidental. Dans le New York fragilisé par la crise financière et la criminalité, la photographe Jill Friedman suivit la police au quotidien dès 1978. Elle saisit aussi ces instants de proximité dans les quartiers populaires, loin des seules arrestations qui dominaient alors l'image du NYPD. Vers 1920, à Washington, un camion heurta un réverbère et renversa sa lourde base sur le trottoir. Alors que voitures et camions se multipliaient rapidement, ces accidents obligèrent les villes américaines à repenser les rues, l'éclairage public et les premières règles de circulation. À New York, en janvier 1917, ce garçon de plus de 16 ans travaillait comme employé de bureau pour une entreprise de la 23e rue. Lois Hine le photographia pour une campagne contre le travail des enfants, afin de documenter les longues journées et les faibles salaires des mineurs. Au début du XXe siècle, Atlantic City attirait déjà les familles de la côte Est grâce aux trains, aux hôtels et à ses longues jetées de loisirs. Vers 1905, les enfants jouaient au bord de l'Atlantique, tandis que Young Spear consacrait la ville comme grande station balnéaire populaire. Un jeune tambour des Irish Guards, posé en 1917 à la caserne de Waterford, avec l'immense lévrier irlandais servant de mascotte au régiment. Depuis 1902, ces chiens accompagnaient les cérémonies militaires, symbole vivant de l'identité irlandaise de cette unité britannique d'élite. Craignant que l'Allemagne n'emploie des armes chimiques,
l'armée britannique entraînait ses soldats à combattre sous masque à gaz. Le 14 juin 1941, près de Bournemouth, un homme du 12e bataillon du Hampshire traversa ainsi un écran de fumée, fusil à la main, malgré une vision réduite. Dans l'Amérique des années 1940, le prix des soins poussait certains patients à louer un dentier plutôt qu'à l'acheter. Ils l'essayaient devant un miroir avant de le rendre, solution moins coûteuse, mais aujourd'hui encore difficile à imaginer pour un objet aussi personnel et intime. Avant de fonder la Ford Motor Company, Henry Ford construisit en 1896 son premier véhicule à essence, le quadricycle. Monté sur 4 roues de bicyclette, avec une transmission par courroie et chaîne, il réussit son premier essai dans les rues de Détroit au petit matin du 4 juin. Au bord de la Caspienne, le bazar d'Anceli approvisionnait en 1904 l'un des principaux ports de Perse en fruits et légumes venus des campagnes du Guilan. Marchands, marins et voyageurs s'y croisaient, car la ville ouvrait aussi une importante route commerciale vers la Russie voisine. Bien avant les autoroutes, le Mississippi servait d'axe commercial majeur aux États-Unis. Vers 1907, des vapeurs à roues chargeaient au quai sacs de coton, vivres et marchandises, tandis que chevaux, dockers et négociants assuraient le relais vers les villes de l'intérieur du Sud. Ce véhicule à 2 roues fut construit en Allemagne en 1885 pour tester un nouveau moteur à essence. Son cadre en bois et ses petites roues latérales l'empêchèrent de tomber. Il ne devait pas être vendu, mais il est souvent considéré comme le véritable ancêtre de la moto moderne. Sous le soleil australien, ces 3 femmes skiaient pourtant sur les pentes enneigées des Alpes du Victoria, probablement dans les années 1930. Le tourisme d'hiver y gagnait alors du terrain, avec des équipements encore simples et des stations accessibles après de longs trajets. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.